Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, numéro consacré à la place des femmes aujourd'hui en politique. Les choses ont-elles changé ou au contraire sommes-nous toujours dans une époque de déséquilibre entre hommes et femmes en politique? Pour en parler, nous avons invité sur ce plateau 4 femmes issues, élues ou responsables politiques. Alors, Elisabeth Delorme-Blaiseau, bonjour. Vous êtes déléguée départementale de Charente-Maritime, ancienne conseillère régionale, membre du mouvement démocrate, autrement dit le MoDem. À vos côtés, Laurence Valois-Rouet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première secrétaire de la Fédération de la Vienne du Parti Socialiste, mais aussi première adjointe au maire de Poitiers en charge de l'éducation et de l'égalité des chances. Nadège Désir, bonjour. Vous êtes la présidente de la Fédération de Charente-Maritime du Parti radical de gauche. Vous êtes également conseillère départementale et adjointe au maire de La Rochelle. Enfin, Elisabeth Jutel, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la gauche républicaine et socialiste. Vous êtes conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine dans le groupe La Gauche PEPS pour une écologie populaire et sociale, groupe qui est inscrit dans la majorité. Pour commencer, mesdames, j'aimerais savoir ce qui vous a poussé tout simplement à faire de la politique. Avec un peu de distance et de recul, je m'aperçois que un parcours politique, c'est avant tout un parcours de vie, c'est-à-dire que c'est un parcours politique intégré dans un parcours professionnel, dans un parcours personnel. Il y avait une logique pour vous. Voilà, il y avait une logique et que cette logique, elle part plutôt d'un engagement pour des idées avant d'entrer dans un système politique, dans un mouvement ou un parti politique. C'est un engagement pour des idées. Et pour moi, ça a commencé dans les années 80 par un engagement pour porter les lois aux roues dans les entreprises. Laurence Valois-Rouet. Je suis issue du milieu associatif, j'ai toujours été très engagée et il me semblait tout à fait naturel également de m'inscrire dans le Parti socialiste dont je partageais les valeurs. Nadège Désir. Pour moi, ça a été très simple. J'ai toujours eu envie, depuis toute petite, de changer le monde. Donc, ma mère m'appelait la révolutionnaire de la famille. Et c'est vrai que c'est tout naturellement que devenue grande, de par mon parcours, j'ai fait des études de droit. Donc, ça me semblait tout à fait naturel de me diriger vers la politique pour essayer de changer mon environnement, changer aussi les personnes, changer l'environnement des personnes avec lesquelles je vivais au quotidien. Et puis, l'engagement vient aussi de là. Je suis issue aussi du monde associatif. Je suis pas mal engagée. Je suis compative. Donc, changer le monde en l'améliorant. Voilà, c'est ça. Elisabeth Jutel, vous aussi, vous êtes la révolutionnaire de la famille? Non, moi j'étais la bonne élève de la famille. Non, voilà. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Non, c'était. En fait, je me suis toujours intéressée à la chose publique, mais sans être engagée en particulier en politique. Et je me suis engagée à un moment donné pour la toute première fois en dehors des partis, mais dans une campagne. C'était pour les municipales en 2014. Et c'est parce que j'avais très envie de travailler avec la personne qui était cette tête de liste, qui était Bernard Arru, le directeur des ateliers du bocage. Quand j'ai su que c'était lui la tête de liste, qu'on est venu me chercher, j'ai voulu... Donc c'est par les rencontres et ça a continué après comme ça, par des envies de travailler avec telle et telle personne, avec bien sûr le corps idéologique de l'écologie et du social. Et est-ce que ça a été votre mentor, Bernard Arru, pour le coup? Est-ce que vous avez eu un mentor en politique, un ou une? Je ne sais même pas si on a un féminin de mentor. Quelqu'un qu'on admire et avec qui on a envie d'apprendre des choses. Il y a eu Bernard, mais il n'y a pas eu que lui. Et après, j'ai été pas mal soutenue, conseillée par Jean Grelier, le député de ma circonscription dans le Nord. Et puis, des choses évoluent. Et non, j'ai pas un seul mentor. Un mentor en politique? Un mentor en politique, on va dire d'abord un référent. Moi, j'ai plusieurs référents. Et la première référente a été ma grand-mère. Ma grand-mère était une femme qui parlait politique. À la maison, on parlait politique. On avait droit, Oui, ça forme bien, particulièrement en tant que femme, à discuter politique. On était toutes à égalité, dignité pour évoquer ces questions. Et puis, tout naturellement, j'ai eu comme référent mon père, qui a été un homme politique, qui a été président du conseil départemental de la Charente-Maritime et sénateur. Mais c'est pas ça qui m'a conduit. Ça m'a accompagné un peu, mais surtout, ça a déclenché chez moi l'intérêt pour la chose politique.
Laurence Valois-Rouet, est-ce que vous avez eu un mentor en politique? Est-ce que vous en avez toujours un d'ailleurs? Alors, un mentor, je ne sais pas, mais en tout cas, des personnes que je suis pour leurs valeurs, ça c'est certain. Je ne suis pas rentrée en politique pour des hommes ou des femmes, je suis vraiment rentrée par rapport aux idées. Mais bien évidemment, Jacques Centraux m'a fait confiance en 2001 pour intégrer son dernier mandat. L'ancien maire de Poitiers. Et l'ancien maire de Poitiers, et par la suite, évidemment, Alain Claes, que j'ai... L'actuel maire de Poitiers. Voilà, l'actuel maire de Poitiers, qui est toujours d'ailleurs à mes côtés pour me soutenir dans mon parcours politique. Allez, Nadège Désir, pour finir le tour de table. J'en ai un, oui, j'en ai un. Olivier Falorni, j'ai fait sa campagne en 2011. Et c'est vrai que ça a été pour moi un exemple en politique. Donc l'exemple d'un homme intègre, d'un homme juste, fidèle, et d'un homme aussi de terrain. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un grand homme politique. On va parler des femmes qui ont marqué aussi quand même la politique française et qui la marquent toujours. Tiens, par exemple, dans une interview au journal Le Monde qui date du 11 mars 1983, Françoise Giroud, qui fut, je le rappelle, première secrétaire d'État chargée à la condition féminine, nommée par Valéry Giscard d'Estaing en 1974, a dit ceci: « La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. » Alors j'ai une très bonne question à vous soumettre. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que ça y est, on y est? Je ne le crois pas. Toujours pas. Je crois que le professionnalisme et l'exigence est toujours une demande première envers les femmes. Et qu'on ne passe pas du tout aux femmes de présenter quelque chose qui ne tiendrait pas la route. Je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'on en est là. Vous êtes toutes d'accord avec ça? Oui. Alors, j'ai l'impression, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai vraiment l'impression que les femmes valent les hommes et qu'elles peuvent être tout aussi compétentes ou tout aussi lamentables, aussi bien au niveau du Mais est-ce contenu qu'elles sont que de désignées l'honnêteté. aujourd'hui en tant que telles, à égalité de compétences avec les hommes? Ou est-ce qu'il faut qu'elles soient un peu plus compétentes qu'un homme pour avoir le même poste? C'est ça, en fait, ce que disait Françoise Giroud. Hein. Oui, je ne sais pas, il faudrait avoir une vue d'ensemble détaillée de tout ça et puis émettre un jugement péremptoire sur qui est compétent ou pas. Mais on voit quand même des fois... Qu'il y ait des femmes incompétentes, ça, c'est pas le propos. Je ne pense pas que ce soit pas le propos de la phrase. Est-ce qu'elles sont choisies à égalité si vous avez fait le choix d'un homme à la place? Moi, je pense qu'effectivement, tout dépend... De qui désigne ces femmes-là à un moment donné. Donc, je veux dire par là que si on fait une démarche soi-même et que l'électorat vient choisir la personne, elle va le faire sur sa personne et pas forcément par rapport à ses compétences. Ensuite, si par exemple dans une municipalité on s'adjoint une première adjointe, effectivement, on attendait quand même qu'il y ait certaines compétences. Enfin, j'ose l'imaginer. Mais ça n'est pas toujours le cas. Est-ce que c'est plus compliqué d'être élu ou responsable de parti politique quand on est une femme aujourd'hui en France? Je pense que les deux sont compliqués. Les deux sont compliqués et je vais revenir à ce que disait ma voisine tout à l'heure. Laurence Valois-Rouet. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas encore retenu tous les prénoms. Je pense que lorsqu'on est une femme, lorsque les partis politiques choisissent qui ils vont mettre en tête de liste, on n'aura jamais, en tout cas... je pense qu'on va être toujours dans cette difficulté à savoir est-ce qu'on met une femme ou pas. Parce qu'une femme, c'est souvent, et malheureusement on est au XXIe siècle, cantonnée à rester à la maison, à garder les enfants. Je parle en tant que jeune femme mère de famille. J'ai des enfants bas âge, j'ai un travail. Et c'est vrai que c'est pas facile de faire sa place. Combien même on soit ou pas compétent, c'est difficile parce que lorsqu'on est une femme, on n'est souvent pas crédible aux yeux des autres. Donc il faut travailler beaucoup plus, travailler plus que les autres et aussi s'affirmer, montrer qu'on est là et puis se battre, souvent se battre. Et c'est pas le cas, c'est vrai que chaque parcours est différent, mais je pense que c'est encore difficile de nos jours de faire de la politique lorsqu'on est une femme. Ce ne sont pas les mêmes compétences qui sont requises d'être une femme élue ou d'être une femme responsable d'un mouvement ou d'un parti. La difficulté de maintenir de la cohérence, de la cohésion interne, de développer les bonnes stratégies en responsable de mouvement n'est pas tout à fait le même registre que le registre dans lequel une femme politique élue a allé, qui est un élément de dialogue, de porter des projets, de les accompagner. Ce ne sont pas les mêmes compétences, mais toutefois, elles sont d'un même intérêt en termes d'énergie et d'engagement. Quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à cela? Moi, je vais reprendre les deux, en fait.
je pense qu'effectivement, on a toujours à prouver et à combattre, quel que soit le poste qu'on occupe, que ce soit en tant qu'élu ou que ce soit effectivement en tant que chef au niveau du parti. Toujours en 2020, il faut toujours en prouver. 2020. Il faut toujours prouver et démontrer qu'une femme est aussi capable qu'un homme de pouvoir effectivement avoir des combats en politique. C'est la première difficulté que vous avez connue, vous, en tant que femme, pour faire une carrière politique. Ce côté, il faut être encore meilleur qu'un homme pour pouvoir avoir le même poste. Il faut être bon. Il faut être bon. Il ne faut peut-être pas être meilleur qu'un homme, mais on ne peut pas être mauvais. C'est pas possible. Mais ça veut dire quoi? Qu'un homme peut être mauvais et avoir une responsabilité ou être élu, c'est ça? C'est ce que Madame Giraud a très bien dit. Oui, peut-être parce que les carrières étaient ouvertes aux hommes, eh bien, les hommes pouvaient gérer une certaine facilité. Ce n'est pas le cas pour les femmes. Elisabeth Juttel, la plus grosse difficulté que vous avez eue, vous, pour faire votre carrière politique? Alors, je n'ai pas de carrière politique. Je suis élue actuellement. C'était une élection par liste. Et donc, je n'ai pas, moi, été élue. C'est Alain Rousset qui a été élu. Et donc, la chose s'est fait un peu différemment. Avec les élections par liste, on n'est pas choisi par les électeurs. On n'a pas à se bagarrer pour ça. Moi, j'ai été choisie parce que j'étais ce qui correspondait à ce que cherchait le PS à ce moment-là. Est-ce que ça vous a donné envie de continuer, de persévérer dans la politique Ça m'a donné surtout la grande chance de pouvoir avoir ce mandat et de découvrir énormément de choses, de me sentir de temps en temps utile. Ça arrive quand même, heureusement. Mais dans l'exercice même de votre mandat, mais est-ce qu'il y a des difficultés propres à votre condition de femme que vous avez rencontrées ou pas du tout? Peut-être des souvenirs désagréables, de petites remarques, mais c'est tellement rare. Enfin, peut-être j'ai eu beaucoup de chance. Pour moi, ça a été tellement rare et en plus, je les oublie rapidement, les espèces de micro-remarques de la part de messieurs un peu plus âgés qui peuvent se dire qu'on n'est pas très crédible ou solide. Ça ne veut pas dire que ça s'arrange un peu comme les... Non Moi, je pense que dans mon cas, ça a été différent. C'est vrai que j'ai été élue en 2014 sur une liste au municipal. Je me suis ensuite présentée au départemental en 2015 et on voit la différence. En un an d'intervalle entre l'élection municipale et l'élection départementale, j'ai vu le regard changer sur moi. Tout de suite, je suis devenue crédible. Tout de suite, on m'écoute. Et même au sein de l'équipe municipale, j'étais cantonnée à être la petite élue, la petite jeune qui arrive en politique. Et depuis que j'ai gagné un département, un canton qui n'était pas... je n'étais pas la favorite. Et le regard a changé. On me donnait plus de crédibilité et plus d'importance. Et c'est vrai que malheureusement, on est toujours obligé en tant que femme de montrer, de prouver, de s'affirmer, de se battre des fois. Et je pense qu'un homme, pour un homme, c'est beaucoup plus simple. Laurence Vallois-Rouet, vous intervenez. Les choses ont effectivement évolué quand même. Le regard de la société envers les femmes qui s'engagent en politique a évolué. Moi, je le vois. J'ai été sollicitée en 2001 lorsque Jacques Centraux s'est représenté pour la dernière fois. Effectivement, mais je sais pertinemment, c'est parce que j'étais une femme, justement. Femme, habitant un quartier populaire. La Libye. C'était la Libye, c'est ça? C'était un peu la Libye, effectivement. Mais par la suite, l'évolution a fait que je n'ai jamais rencontré de problème en tant que femme élue. Au contraire, il y avait une certaine reconnaissance. Lorsque, il y a 6 ans, Alain Claes a fait savoir qu'il souhaitait me mettre première adjointe si on était réélu, au contraire, je n'ai eu que des témoignages positifs à mon encontre. Et pas uniquement parce que c'était moi, mais aussi parce qu'il y avait une femme aussi qui engagée, déjà connue sur la place, qui serait élue. À contrario de ma question précédente, est-ce que vous avez profité de votre condition féminine pour franchir des paliers dans la vie politique? Est-ce que ça vous a aidé d'être une femme? Certainement, à partir du moment où la parité est devenue vraiment un point clé de la politique. À partir du moment C'était un grand bouleversement, la parité? Oui, elle a amené une accélération tout à fait extraordinaire des femmes, l'arrivée des femmes en politique a été très bien soutenue par la parité. Mais pas seulement. Je vais vous acquiescer, Elisabeth Juttel. Oui, parce que s'il n'y avait pas ces lois sur la parité, je ne serais probablement pas ici en train de vous parler aujourd'hui. Et même si, strictement, purement intellectuellement, le principe me heurte, mais c'est un mal nécessaire encore aujourd'hui, malheureusement. C'est-à-dire que sinon, il y aurait beaucoup moins de femmes, on en est quasiment sûr, parce que les places sont désirables et ces messieurs sont tous à se jouer des coudes. Et donc, s'il n'y avait pas ces règles de parité,
il y aurait certainement beaucoup moins de femmes à des postes. Donc c'est effectivement une loi, des règles qui sont importantes, et c'est bien que tous les partis les appliquent, y compris des fois dans leurs instances, quand des lieux où ce n'est pas obligatoire. Et dans le parti dont je fais partie, toutes les instances de coordination, de direction sont paritaires. C'est également le cas. C'est le cas chez nous aussi. Ben voilà. Et Nadège Désir, je vous ai pas entendu sur le fait, est-ce que le fait d'être une femme a été un avantage pour vous dans le fait de franchir des paliers en politique? Vous êtes quand même responsable fédéral, départemental d'un parti politique. Je pense qu'au sein du Parti radical de gauche, on a toujours été pour la parité. Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Cependant, je pense qu'effectivement, au départemental, sans cette loi sur la parité, je serais peut-être pas candidate et je ne serai pas élue. Ça, c'est certain, j'en suis sûre. C'est un sujet particulier, les départementales et les binômes. C'est un sujet très complexe qui, moi, m'interroge beaucoup. Aucune de vous n'est candidate pour devenir maire d'une commune cette année. Avant d'en parler avec vous, je vous propose de voir ce reportage réalisé par nos amis de France 2 en octobre dernier dans la région, pour qui, avec deux femmes maires, pour qui cette expérience électorale n'a pas du tout été la même, vous allez le voir. Maire de leur commune, mais aussi mère de 2 enfants. Une vie d'hyperactive. Allez, vas-y, tu peux rentrer. Surtout qu'Hélène Tournadre a aussi une activité professionnelle d'accompagnement psychocorporel. Allez-y, rentrez. Des horaires de travail difficilement compatibles avec sa fonction d'élu. On avait vu la dernière fois. Si on veut avoir deux ou 3 patients, clients, on arrive vite dans les horaires où on a des réunions d'habitude. En tout cas, les réunions agglo sont à 18h. Être maire de sa commune ne lui rapporte que 750 € net par mois pour environ 20 heures de travail hebdomadaire. Trop d'heures pour concilier toutes ses activités. Elle ne se représentera pas en 2020. Pour moi, je ne peux pas trouver mon équilibre avec un plein temps, des enfants, une famille avec laquelle j'ai envie de vivre et la fonction d'élu. Dans son village à Ars, en Charente, il y a déjà eu des femmes maires, mais trouver une remplaçante à Hélène Tournadre ne sera pas simple. Donc Doliprane, j'en ai plus. Vous seriez maire de votre commune? Vous seriez prête à vous lancer dans l'aventure? Je suis pas sûre, parce que c'est lourd quand même. C'est presque plus lourd pour un petit village que pour une grosse ville, je trouve. Élue en 2014 dans cette commune de 750 habitants, Hélène Tournadre préside ce jour-là le conseil municipal. Et surprise, elle apprend qu'elle ne sera pas la seule à raccrocher en 2020. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer? Moi non plus, je n'en pas. D'accord. Vous deux, c'est sûr. Ok. J'ai une activité professionnelle à côté et que ça me prend trop de temps. Et quelque part, je ne peux pas consacrer suffisamment de temps à la commune. Autre femme, autre choix. Elisabeth Dumont sera candidate à sa réélection. Elle a trouvé un équilibre entre la mairie, son travail de directrice d'un centre universitaire et sa famille. Bon, ce matin, vous êtes reposée, Louloute? Ouais. En partie grâce à l'aide de son mari. On s'organise à travers toute notre petite famille, à travers les devoirs le soir, les repas quand elle n'est pas là et qu'on doit préparer les repas. Je ne suis pas forcément un grand cuisinier. Le projet de loi engagement et proximité devrait inclure une indemnisation pour la garde d'enfants. Mais pour l'élu de 41 ans, ce n'est pas qu'une question d'argent. Dans mon cas de figure, si j'ose dire, c'est plutôt avoir du temps de libre avec les enfants, en fait. Ça se remplace pas, ça s'achète pas non plus. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une aide financière complémentaire. Ce serait plutôt une recherche de temps. Pour moi, c'est plus précieux. Avec 1200 administrés à sa charge, Elisabeth Dumont touche une indemnité de 1450 € net pour environ 35 heures de travail par semaine. Hélène Tournadre et Elisabeth Dumont font partie des 6000 femmes maires de communes, contre 30 000 hommes à l'échelle du territoire. Retour sur le plateau de Dimanche en politique spécial. Que deviennent les femmes aujourd'hui en politique? Quelle est la situation des femmes en politique aujourd'hui? Quand Laurent Fabius disait à propos de Hélène Royal, candidate à la présidentielle, mais qui va garder les enfants? C'est une époque révolue, ça, où on peut encore l'entendre aujourd'hui? On peut encore l'entendre. C'est vrai? Oui. Mais on n'ose pas le dire aussi fort qu'avant. On le dit de façon plus détournée.
Pas dans la presse publiquement, voilà, mais vous l'avez entendu déjà, ça? Pas personnellement, mais j'ai eu des échos. Et c'est vrai que je me reconnais beaucoup dans le portrait de Madame Dumont parce que je travaille. J'ai aussi des enfants à charge et des enfants bas âge, de 4 ans et 1 an, donc des petits. Et c'est vrai que sans mon conjoint, je n'aurais pas pu garder mon emploi, être élue. Et être aussi engagé dans un parti. Donc, souvent, on oublie ce rôle. Là, je prends l'autre casquette. On oublie le rôle des partenaires de vie parce que c'est aussi difficile pour eux. Ils sont au quotidien avec nous. Ils partagent en quelque sorte nos angoisses, nos questions, etc. Et c'est vrai que c'est un gros soutien. Donc, je lui fais un petit coucou aujourd'hui. C'est vrai, il n'y a pas de statut d'homme, de femme politique, finalement. C'est quoi cette histoire? Non, mais c'est vrai que c'est très important. Laurence Valois-Rouet, sur des petites, comme ça, des petites goujateries. On se souvient, par exemple, du caquettement de la part d'un député, les Républicains, c'était en 2013, lorsque Véronique Massonneau, alors députée de la Vienne, avait pris la parole à l'Assemblée nationale. Finalement, est-ce que ces goujateries, j'allais dire, ne sont pas un mal nécessaire pour mettre les choses au point? Parce que plus on en voit, plus ça prend de l'importance en plus aujourd'hui, et donc après, moins ça se reproduit, j'ai l'impression. Oui, ça fait des abcès de fixation qui sont très bons parce que à ce moment-là, les vraies questions sont reposées, particulièrement la question de la compétence et de l'action, de l'engagement dans l'action, qui fait que ces questions-là, petit à petit, s'effacent. Mais parfois, je vois que, tout bêtement, les journaux féminins, par exemple, font des bêtises. Il y a en ce moment un article sur la toile qui dit les femmes, les plus belles femmes en politique, les femmes les plus belles en politique. Est-ce que nous voyons, nous, des articles où on demande à savoir quels sont les plus beaux hommes en politique? C'est une question. À part pour Villepinte, il n'y a pas eu de ce genre de réflexion. Mais, c'est un aveu, là. mais je considère que ça ne devrait pas être. C'est léger, c'est futile. Superficiel. Ce qui m'a plu, moi, dans ce petit documentaire, c'est qu'elles ont bien montré l'importance d'être maire de sa commune et la charge que ça représente. On n'est pas dans le futile. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est toujours ramener un peu les femmes vers la futilité, alors même qu'elles sont en train de s'engager là où c'est le plus dur. Parce que les petites communes, comme d'ailleurs les grandes, c'est dur. Ce n'est pas rien. Qu'est-ce qui diffère dans la pratique de la politique, un homme, une femme? En quoi c'est différent dans la pratique de la politique, selon vous? La sensibilité, l'approche. Ça, c'est pas un cliché? Je pense pas. On pourrait le croire. On pourrait le croire, effectivement, mais la sensibilité des femmes fait que, effectivement, l'approche du citoyen, l'approche de certaines questions qui sont révélées dans la société font que, effectivement, les femmes ont beaucoup plus de finesse, on va dire, pour aborder ces sujets. Elisabeth Jutel, vous êtes tout à fait d'accord? Je pense que c'est vrai et pas totalement vrai. Et on trouve toujours, et notamment dans les plus hautes sphères, des contre-exemples de femmes qui sont tout à fait aussi dures que des hommes et qui mènent des politiques qui sont très très dures socialement, économiquement et dont les femmes ont le plus à souffrir. Et donc si on pense Angela Merkel, Margaret Thatcher, j'ai vu dans le Figaro, je ne sais plus c'était hier ou aujourd'hui, 8 femmes aujourd'hui à la tête d'État en Europe. 8 femmes. Alors super, ça fait penser à François Ozon, c'est sympathique. Mais qu'est-ce qu'elles ont en commun en réalité dans ces 8 femmes? Il y a des très libérales, des conservatrices, des écologistes, des social-démocrates. Donc rien à voir sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire quel est le projet politique de ces personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, c'est ce qui compte beaucoup. Mais sur l'autoritarisme nécessaire d'une femme en politique, c'est vrai, tout le monde le dit, il faut que les femmes soient nées autoritaires, parce que la politique, c'est quelque chose qui est viril, autoritaire. Du coup, par exemple, quand Ségolène Royal craque devant les caméras suite à sa lourde défaite aux primaires de 2011, ça nous dit quoi, ça, de la politique? Qu'on est avant tout humain. Ça nous dit quoi d'une femme en politique? Que même si on se montre... sévère, austère, forte, à un moment donné, les décrets. Mais est-ce que les hommes, c'est pas la même chose? Il me semble que c'est une question de formation et d'entraînement. Les hommes ont été pendant des siècles entraînés à la compétition et les femmes plutôt à la coopération. Donc, en effet, elles ont pu manifester un certain nombre de registres qui sont plus dans l'ordre de la coopération. Les hommes ne savent pas très bien
coopérer. Et les femmes, mais c'est une question d'éducation, c'est pas une question de nature. Et les femmes, de ce côté-là, ont été toujours autorisées à montrer leur sensibilité. Les hommes ont été bridés dans l'expression de la sensibilité. Donc on est dans des remaniements maintenant, et c'est pour ça qu'il était naturel, tout à fait naturel, que Simone Veil, ayant emporté ce beau combat pour l'interruption volontaire de grossesse, mais étant allé très loin au niveau de ses valeurs, se soit effondrée en larmes, et c'était un bel effondrement. Et le fait que Madame Royal, dont on connaît en effet l'autorité, mais il n'y a pas que ça chez cette femme, montre qu'à un moment donné, on peut lâcher prise. Vous savez qu'il y a Bettina Reims, qui était la photographe officielle de Jacques Chirac, qui avait pris une photo de Jacques Chirac en 1995, au moment où il avait été élu président, et que cette photo, on ne la verra jamais parce qu'elle est dans un coffre-fort, c'est une photo où il pleure. Et on ne vous montre pas une photo d'un homme qui plus est élu président de la République en train de pleurer. Donc il y a les larmes en tabou, mais il y a aussi des excuses qui sont tabous finalement, j'ai l'impression, en politique. Il est très rare d'entendre un responsable politique admettre publiquement qu'il a eu tort. Alors vous, Elisabeth Juttel, vous avez admis dans la presse en mars 2019 avoir, je le cite, commis une erreur de jugement en votant la délibération sur les bassines au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Admettre qu'on s'est trompé, c'est très rare en politique. Est-ce que c'est proprement féminin ? Je suis pas sûre que ce soit féminin. Enfin, moi, ça m'a semblé simplement de l'honnêteté intellectuelle. Et à un moment donné, j'ai regretté bien plus tôt que la date à laquelle j'ai fini par le dire, mais il m'a semblé nécessaire de le dire pour des raisons d'honnêteté intellectuelle et de cohérence avec la ligne que je défends réellement, au fond, qui est écologiste. C'est une délimitation entre hommes et femmes, ça, ce côté je me suis trompé, d'accord, je l'admets, je m'excuse. Je pense que je serais capable de l'admettre si je prenais une décision qui n'était pas en adéquation avec mes valeurs. Olivier Falorni, par exemple, qui est votre mentor, lui, il s'excuserait de s'être trompé publiquement. Oui. C'est quelqu'un qui a une proximité aussi avec les gens, qui a une ouverture d'esprit et qui a l'écoute. Donc je pense que oui, il serait capable de s'excuser s'il venait pas à se tromper sur une question ou une autre. Je me permets juste une parenthèse. J'aimerais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai que moi, la difficulté que j'ai et que je rencontre aujourd'hui, et ce que je déplore, c'est que souvent les femmes sont cantonnées, puisqu'on a cette sensibilité, on est à l'écoute, on est vraiment dans l'empathie, à des délégations, et je le vois au sein des conseils municipaux, où on est cantonné à des délégations comme la petite enfance, les centres sociaux, l'action sociale, et on voit rarement une femme, par exemple, à une délégation de la police municipale ou aux finances. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi qu'on déplore, et ça montre aussi la place qu'on veuille bien nous donner. Donc on a encore des efforts à faire, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, mesdames, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, bien, vous savez, vous allez sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, nous serons à Angoulême à l'occasion du 47e Festival de la BD. Pour l'heure, place à l'information régionale. Excellente semaine à toutes et à tous, à dimanche prochain.